Bonjour et bienvenue dans cette émission, les thermomètres de la RDC, le tout premier numéro de la semaine. Depuis la soirée médiatique du professeur Modeste Baki, deuxième vice-président du Sénat, et dans les débats prennent des tournures dans tous les sens, et même au sein de l'Union sacrée de la nation, la famille politique du président de la République. Bonjour, M. Cédric, merci. Bonjour à mes co-débatteurs et bonjour à toute la population congolaise qui nous suit à ce moment. Et je profite de l'occasion pour souhaiter à toutes les dames, toutes les femmes, joyeuses fêtes des mois de la femme et particulièrement aux femmes qui sont à l'est du pays. Et nous leur portons au cœur. Merci. Merci beaucoup. En face de vous, je vous présente Rocky Congolo, habitué de cette émission, et ça fait l'honneur aujourd'hui. Un cadre de la force défensive, une plateforme de presse, une structure avec comme président le président Osseti. Bonjour très cher Cédric, merci de l'invitation. Je salue également les amis avec qui nous allons partager ce plateau pour parler Congo. Je salue également les milliers de téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment à travers cette émission Thermomètre de la RDC. Sans oublier les managers politiques, les présidents de la forte offensive de l'UDPS, M. Rossi Chimanga Kabango, mais aussi les très charismatiques et fils de Sphinx, Excellence Doudou Famba Likou. Qui subit autant d'attaques. Ah oui, c'est de l'acharnement. Vous savez, dans ces pays, lorsque vous ne partagez pas les points de vue avec les détourneurs, vous devenez un animal à abattre. Les gens se sont habitués à des détournements, à des rétro-commissions. Tout ça, c'est qui ne cadrait pas avec les idéaux de l'UDPS, qui est le peuple d'abord. Et les gens aiment les antivaleurs. Mais lorsqu'on ne trouve pas en vous les antivaleurs, on ne trouve pas en vous leurs intérêts, vous devenez un ennemi. Il faut à tout prix qu'on puisse avoir votre tête. Donc, aujourd'hui, Doudou Famba est l'objet de la haine, fait l'objet aujourd'hui également de la mauvaise volonté de plusieurs politiciens, même au sein de notre parti, parce que, rappelez-vous qu'avant lui, il y avait quelqu'un qui occupait ces postes, c'était le fils Maison également. Alors aujourd'hui, le fils Maison a aussi ses enfants, il a aussi ses garçons de course qu'il envoie sur le plateau de télévision pour s'attaquer à Doudou Famba. Mais nous disons aux Congolais que Doudou Famba est là pour vous parce que jusqu'à présent, il travaille dans la vision du chef de l'État et il est dans les traces du peuple d'abord, les guépards et Tshisekedi de Mourou. Merci beaucoup. Et enfin, je vous présente Symphorien Kaïbi, habitué également de cette émission. On a partagé avec lui le plateau la semaine passée. Nous avons échangé sur beaucoup de sujets. Je vous appelle l'honneur aujourd'hui, Symphorien. Bonjour, estimé Cédric. Merci une fois de plus de m'associer à ce niveau du débat. Je salue mes co-débatteurs, je salue tous les Congolais. Et surtout, permettez-moi de dire que dans nos habitudes africaines, je n'ai jamais vu nulle part les poussins suivre les coqs, les poussins ne suivent que la poule. C'est-à-dire, nous sommes au mois de la femme. Je souhaite la bonne fête à toutes nos mamans, d'ici ou ailleurs. Donc, si nous sommes aujourd'hui devant ces caméras, c'est parce qu'il y a une maman qui a accepté que nous soyons en vie ou que nous méritons tout ce que nous sommes en train de mériter actuellement. Donc, nous sommes les poussins qui ne suivent que deux mamans. Nous ne suivons jamais les coqs. Il y a une histoire qui se déroule actuellement dans la province du Kasaï. Il y a une entreprise fantôme qu'on avait confié la responsabilité de faire une route qui va de Chikapa jusqu'à la frontière avec la République d'Angola. C'est pas la route Kananga. Ce n'est pas la route Kananga, c'est une autre route. C'est la route Chikapa-Kandiaji. Et la société s'appelle
TOA. C'est cette société fantôme qu'on avait confié la mission. Mais jusque-là, Société fantôme, à qui on a confié. c'est une l'achat. société fantôme parce que le délai du contrat est arrivé à la fin. Et quand vous arrivez sur le terrain, Non, vous allez vous rendre compte que le taux d'exécution des travaux est à moins de 10%. Donc rien n'est fait. Et aujourd'hui, j'ai joint ma voix à celle de l'exécutif provincial, le gouverneur Crispin Mukendi, qui a demandé au gouvernement central de prendre une décision courageuse pour résilier les contrats avec cette société fantôme qui ne fait rien, avant que la population puisse se soulever. Parce que la population en a marre. Et nous demandons au gouvernement central pour que la résiliation puisse avoir lieu immédiatement et confier ces projets à une société qui a des moyens pour l'exécution de ces travaux, parce que c'est une route de très grande capitale, parce que c'est une route qui va favoriser, c'est une route qui va donner la possibilité dans le marché provincial, c'est une route qui va faire de façon à ce que la ville ou la province de Tchikapa soit connectée avec un pays, et en termes économiques, c'est une route qui mérite de l'urgence. Mais nous ne trouvons pas la volonté dans le chef de cette entreprise, parce que le contrat même est arrivé à la fin. Et sur place, l'exécution est estimée à moins de 10%. Donc, le gouvernement central, le président de la République, Madame Judith Souminoa, ministre des Finances, et tous ses collaborateurs, nous vous demandons, c'est plus qu'urgent de résilier les contrats avec la société TOA, qui était une société pour faire souffrir la population du Kasaï. Merci beaucoup, Saint-Florent Kaimbe. Très belle alerte. Je crois que les autorités compétentes doivent s'en servir pour justement mettre de l'ordre sur ces dossiers. Alors, je l'ai dit tantôt, les thèmes qui vont nous animer dans cette émission, débat constitutionnel. Est-ce que l'union sacrée est-elle plus? Avant d'y arriver, on doit réfléchir sur ces plus de 30 ans que la RDC a subi la guerre dans sa partie de l'Est du pays. Aujourd'hui, l'accord signé entre les USA et la RDC semble produire des résultats, mais qui ne mettent pas tout le monde d'accord, parce qu'il y a des doutes au sein des acteurs politiques. Mais si, à voir ces niveaux de diplomatie menés par le président de la République et le résultat sur terrain, comme quoi, par exemple, de l'armée rwandaise, et même d'autres sanctions qui sont infligées à l'armée rwandaise, et même les départements d'État qui vont viser jusqu'à la terre. Voir les choses. Parce que Kagame, il est en train de rétorquer, hein, il n'a pas peur de États-Unis. Oui, c'est ce que nous sommes en train parfois de voir, mais à l'intérieur, lui-même sait ce que ça signifie. Parce que les gens nous disaient que pour savoir si les États-Unis vont faire quoi, arriver à faire pression au régime de Kikali, il faut passer par les sanctions. Aujourd'hui, on passe par les sanctions. Les gens disent encore, non, c'est du trompe-l'œil. Vous ne voyez pas que Kagame est en train de résister, ainsi de suite. Donc, moi, j'encourage, je dis que c'est un pas très important. C'est un pas très important dans cette situation, parce que la situation ne concernait pas seulement la RDC. Je l'ai toujours dit que dans la région du Grand Lac, nous avons un État voyou, un État déstabilisateur, un État anti-paix dans cette région. Et aujourd'hui, si on a pris la mesure de sanctionner l'armée rwandaise et certains officiers, et le département d'État américain est allé même plus loin pour mettre aussi en place des mesures allant dans le sens de priver des visas pour certaines personnalités rwandaises. Nous encourageons cette étape, mais
de mon point de vue, je pense que ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que nous avons besoin que la paix puisse revenir dans notre pays. L'étape la plus importante dans cette situation, c'est de voir le retrait total ou global des militaires rwandais sur le sol congolais. Des sanctions, oui. Les États-Unis, comme je l'avais dit la fois passée, les États-Unis utilisent des sanctions pour faire pression à un État déstabilisateur de la paix. Parce qu'actuellement, dans notre continent, je ne vais pas faire amalgame pour aller voyager dans d'autres continents. Dans notre continent, nous prenons la paix. Nous voulons assez que les armes puissent se taire. Mais lorsque vous avez un État qui veut à tout prix faire attendre le bruit des armes dans une région, il est des droits de tous les États du monde de lui reposer, ou tous les États africains, de tourner sur un État voyou, un État sanguinaire, un État déstabilisateur. Ce que le Rwanda a subi aujourd'hui, c'est ce qu'il a fait subir à d'autres pays. Ce qu'il a fait subir surtout à la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on compte plus de 1 million de réfugiés dans des pays voisins. Pourquoi? Parce qu'il y a un conflit nous imposé, un conflit que la RDC ignore jusqu'ici, un conflit que un État cherche à infliger à un autre État sans raison. Voilà pourquoi nous encourageons les États-Unis d'aller jusqu'au bout, parce que le Rwanda est aussi partenaire des États-Unis. Si aujourd'hui les États-Unis retournent contre lui, parce qu'il a vu que le Rwanda n'aime pas la paix et le Rwanda n'aime pas que la région du Grand Lac puisse se développer. Au-delà de tout ce que nous avons suivi, des communiqués, ainsi de suite, je l'ai dit, le plus important, c'est la paix. Nous voulons que la paix règne dans notre pays. Nous avons nos richesses et la population de l'Est doit profiter de cette richesse. Le peuple congolais doit profiter de cette richesse. Il ne doit pas profiter des morts. Il ne doit pas profiter des conflits injustes. Il ne doit pas profiter de la guerre d'agression nous imposée. La population congolaise doit profiter de sa richesse. Pour profiter de cette richesse, il faut la paix. La paix passe par des sanctions qu'on a infligées à ces régimes. Et nous pensons qu'ils peuvent aller très loin pour résilier certaines collaborations. Je l'ai dit aussi dernièrement que l'Union européenne devait aussi suivre les pas, devait suivre les pas des États-Unis, tout en résiliant aussi des partenariats, surtout à ce qui concerne la formation militaire ou à ce qui concerne aussi le reviattement des munitions, ce qu'on est en train de donner à l'armée rwandaise. Aujourd'hui, l'armée rwandaise est appelée de gauche à droite. Pourquoi? Parce que l'Union européenne est partenaire fiable et partenaire permanent de ces régimes de Kigali. Alors que ces régimes est appelé à être un régime de l'ordre. Mais actuellement, ce que nous voyons et ce que nous assistons, c'est autre chose. Donc, un régime déstabilisateur, sa réponse, c'est résilier des partenariats. Sa réponse, c'est l'isoler de tous les États qui aiment la paix. Quand vous voulez la paix, vous ne pouvez pas aller signer un partenariat militaire avec le Rwanda, parce que quand vous signez un partenariat militaire avec lui, vous lui donnez la force de continuer l'agression sur nos sols congolais. Merci beaucoup. Mais pour des simples précisions, les sanctions infligées aux officiels de l'armée rwandaise, mais aussi à l'armée rwandaise, mais nous espérons qu'elles mettront en difficulté l'armée rwandaise, parce que toutes les nations qui collaborent avec les États-Unis n'ont pas le droit justement de collaborer avec ces acteurs politiques. C'est ce qui est dit clairement dans cet accord, dans ces sanctions. Justement, quand vous êtes allié des États-Unis et que les États-Unis ont pris une position contre un État, et vous collaborez d'une manière ou d'une autre avec l'État, les États-Unis vont vous considérer aussi comme collaborateur direct ou un allié d'appui à un État déstabilisateur. Moi, je pense que tout ce qu'on a assisté, tout ce qu'on a vu, c'est bon. C'est un pas très important dans cette situation. Mais ce que moi, j'aimerais voir actuellement, c'est les retraits. C'est les retraits immédiats des militaires rwandais sur les sols congolais. Nous, on n'a pas besoin d'assister à des sanctions
parce que ce n'est pas la première fois, vous vous rappelez. Ok. On n'a pas sanctionné le Rwanda aujourd'hui ou hier. 2013, c'était la même chose et par la suite, on a vu que le Rwanda avait retiré ses hommes. Mais juste après ces sanctions, on allait aussi assister à ça. Quand on sanctionne et les Rwandais retirent. Le Rwanda s'est exprimé à travers un communiqué en disant que non, nous allons retirer nos hommes sur le sol congolais, mais que la RDC puisse aussi faire la même chose tout en neutralisant les FDLR qui restent jusque-là des fantômes. Parce que les FDLR, selon le Rwanda au départ de cette situation, se trouveraient sur les sols congolais. Les sols congolais, c'était dans la partie est de notre pays. Ça fait plus d'une année que les Rwandais occupent ces parties-là. Ils n'ont pas vu les FDLR pour les neutraliser parce qu'à l'époque, ils avaient signé un accord avec les régimes passés de passer à tout moment sur nos sols pour faire un service ou pour chercher comment neutraliser les FDLR. L'accord là, depuis qu'ils avaient signé cet accord là, les Rwandais n'ont jamais présenté un nombre consistant à la communauté internationale que non, sur base de l'accord que j'avais signé avec la République démocratique du Congo. Voilà, aujourd'hui, j'ai autant de FDLR que j'ai neutralisé, c'est-à-dire ce que j'étais en train d'alerter était vrai. Mais aujourd'hui, ils sont là. Ils ont déjà arrêté combien de FDLR et ils continuent à demander à la République démocratique du Congo de faire la même chose. Pourtant, dans leur esprit machiavélique, ils avaient dit que nous sommes sur les sols congolais pour poursuivre les mouvements génocidaires de FDLR qui se trouvent sur les sols congolais que la RDC est en train d'héberger. Et ils sont là. Ils ont déjà arrêté combien de FDLR? Ils ont déjà neutralisé combien de FDLR? Donc je pense que cette question sur FDLR, c'est une question que le Rwanda veut justifier sa présence sur nos sols congolais. Merci beaucoup, cher estimé Safari Gaïvé. La question est posée cette fois-ci à Eloge. On l'avait certainement, je me rappelle, sur ce plateau, nous avons échangé avec vous. À un certain moment, vous avez dit la diplomatie menée par le président de la République, Félix Tshisekedi, c'est une diplomatie qui ne va pas produire des résultats, une diplomatie qui est peut-être qualifiée de tous les péchés d'Israël. Mais aujourd'hui, la peur a visiblement changé des camps parce que les Rwandais aujourd'hui a des officiels qui sont sanctionnés, l'armée rwandaise sanctionnée par les départements d'État américains. Non seulement ça, dans le tout prochain jour, il y a d'autres sanctions sur la table à infliger également à d'autres dignitaires rwandais. Mais ne pensez-vous peut-être que Tshisekedi a réussi de rendre le Rwanda absent dans tous les salons diplomatiques, par exemple aux USA? Merci, monsieur Cédric, pour cette question telle qu'elle est posée. Monsieur Cédric, il faudrait qu'on puisse comprendre personnellement, je dirais, l'histoire. Outre que l'histoire, les allers-retours, même les contours de cette question. Aujourd'hui, la RDC ne peut pas chanter qu'on fait peur au Rwanda, d'autant plus l'armée rwandaise se retrouverait en République démocratique du Congo. Se retrouve, pas se retrouve. Merci beaucoup. Moi, je ne voulais pas le dire. Vous venez de le dire. C'est pour vous dire que jusqu'à aujourd'hui, l'armée rwandaise est en République démocratique du Congo. Les rapports de la MONUSCO les dit clairement, les départements d'État les confirment. Mais c'est ça. Mais il y a les rapports mapping qui datent de 1998. Et en 2013, le même scénario, la République démocratique du Congo criait au Rwanda, on a sanctionné les Rwandais. Les Rwandais étaient sanctionnés. Mais par après, l'armée rwandaise n'a pas quitté les sols congolais. Or, en 2013, l'accord est serré que l'armée rwandaise venait pour vérifier, juste contrôler si on peut trouver les FDLR. Mais aujourd'hui, l'accord est la République démocratique du Congo, avant que l'armée rwandaise puisse quitter les sols congolais, que la RDC puisse arrêter, traquer ces FDLR. Où peut-on nous trouver ces FDLR? Voilà ce que la diplomatie qu'on est en train de chanter. Là, c'est quelle typologie de diplomatie? Parce qu'on doit réfléchir comme des intellectuels. Réfléchissons comme des hommes normaux. Vous allez constater que les Rwandais, depuis ma bord, je l'ai toujours dit, Kagame étant malin, il a mis des coques à jambes, des pièges dans cet accord. Parce qu'aujourd'hui, on peut beau chanter. On a sanctionné les généraux, les officiers. Quid des troupes? Est-ce que ce sont des généraux qui tirent aux Congolais? Non.
C'est l'armée rwandaise, ce sont les troupes qui tirent aux Congolais. Affaiblir ceux-là qui chapeautent, justement. Monsieur Cédric, moi je vous dirais, c'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Ces généraux sont retirés, certes. Mais c'est les Bissimois qui commandent. Mais c'est les Nanga qui commandent. Voilà là où on doit réfléchir comme les hommes normaux. Parce que moi je dirais, ce sont des mises en scène. C'est pour tromper notre vigilance. On doit rester sage et comprendre les choses, même lorsqu'on ne t'explique pas. Un peuple qui ignore son histoire est voué à l'échec. Pourquoi la République démocratique du Congo, nous ne maîtrisons pas notre histoire? C'est le même scénario qui s'est passé en 2013, à l'époque de Kabila. Mais les périodes ne sont pas les mêmes. C'est le même scénario, M. Cédric. C'est le même scénario. On a sanctionné les officiers, on a sanctionné les Rwandais, mais le troupe rwandaise s'est retrouvé en République démocratique du Congo. Et c'est la même chose qui se passe maintenant. Et on doit maintenant chanter. Non, c'est la diplomatie agissante, c'est la diplomatie. Non, non. Là, c'est tuer les pays à petit feu. C'est tuer les pays à petit feu. Moi, personnellement, je demanderais que ces sanctions puissent être solides, que le Rwanda puisse retirer ces hommes en République démocratique du Congo le plus tôt possible. Parce que ces gens-là qui meurent là-bas, ce sont des Congolais. Mais jusque-là, les troupes rwandaises sont là-bas à l'est de la République. Récemment même, hier, on a y assisté à des publications des soldats, des mouvements rebelles, M23 et AFC, en train de faire des marches pour commémorer la journée de la femme. Et lorsque vous regardez, rien que la morphologie, vous allez constater que non, ce sont des Rwandaises. Et on nous chante, non, il y a eu des sanctions, Kagame a peur, Kagame a peur. Comment moi j'aurais peur? D'autant plus je sais qu'il y a mes hommes là-bas. J'aurais pas peur. C'est comme dans une famille. Vous avez sanctionné les nés. Mais il reste la famille composée de 10 garçons. Vous sanctionnez les nés. Mais il y a les 9 qui sont là. Et moi, je crains grave que ces troupes-là, cette armée rwandaise qui est encore dans notre sol, puisse se venger maintenant contre les sanctions. Parce qu'ils ne vont pas se venger contre les États-Unis d'Amérique. Ils vont se venger contre le Congolais, les Congolais. Donc, on doit réfléchir comme des intellectuels. Moi, personnellement, depuis ma mort, je l'ai toujours dit, la solution est claire. On ne peut pas aller de gauche à droite. Les CC et la CENCO nous a déjà proposé un dialogue inclusif. Mettant tous les acteurs, dialoguant et trouvons la paix. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai appris récemment qu'il y a au Katanga une rébellion qui se soulève là-bas maintenant, même à Kivu. Donc, c'est comme si dans notre pays, il y aura toujours des rébellions en rébellion. Non. M. Tshisekedi doit comprendre cela, doit appeler tout le monde au dialogue. Il doit appeler tout le monde au dialogue. S'il faut mettre quelques conditions au préalable, mettez les conditions au préalable, mais qu'on puisse s'asseoir. L'Église catholique, la CENCO et les CC nous ont déjà tout présenté. C'est à nous d'appliquer. C'est à nous d'appliquer. Les conditions aujourd'hui qui peuvent ramener la paix durable dans l'est du pays, il ne faut pas seulement parler. Mais c'est clair. C'est clair, monsieur le journaliste. Il y a des questions qui se posent aujourd'hui comme dialogue avec qui, sur quel sujet? Monsieur Cédric, au-delà de tout, il y a des mécanismes. C'est un peu de comparer les ambitions, oui. Les ambitions ou les raisons avancées par ceux-là qui ont touché aux armes ne sont pas républicaines. Monsieur Cédric, de prime abord, je l'ai toujours dit, il y a le mécanisme qu'on doit mettre en place avant le dialogue. Même pendant le dialogue, même après le dialogue. Mais dans notre pays, nous avons une justice. Et j'aurais appris, il y a même l'instauration de la justice transitionnelle. Mais pourquoi pas? Voilà les problèmes dans notre pays. Nous créons des choses qui
à qui on ne donne pas du travail. Mais Mais donnons du travail à la justice transitionnelle. ne pensez-vous pas peut-être que lorsque ces rebelles vont venir autour de la table, c'est justement pour mettre en mal cette justice transitionnelle? Là, c'est la justice ordinaire, oui. On va demander qu'on soit à initier. Là, c'est la justice ordinaire. La justice transitionnelle est une justice à part entière, qui n'est pas régie selon le droit commun, qui n'est pas régie comme la justice ordinaire. Et là-bas, on traite le bourreau. Mais faisons confiance à cette justice transitionnelle. Faisons confiance à cette justice. Pourquoi le président de la République traîne les pas du dialogue? C'est là où il y a le problème. Parce que de plus en plus, nous pensons qu'il y a des solutions. Or, on est en train de mettre du fait. De plus en plus. Ok. De plus en plus. Merci beaucoup, cher estimé Loche. Nous avons suivi pour vous la seule solution pour la paix durable. Dans la partie est du pays, il s'agit bien évidemment de convoquer un dialogue qui va mettre tout le monde autour de la table et on va discuter sur les vraies questions et chacun pourra proposer comment en finir avec la guerre dans l'est du pays. Ça, c'est une proposition signée et Loche Notikou, qui est analyste politique de l'opposition. Mais une question aujourd'hui, je reviens à Rocky Congolo qui a autant noté votre réplique parce que cette option semblerait que c'est la seule qui va mettre Rocky Congolo à la table face aux rebelles. Et vous allez vous dire des vérités. S'il y a certains qui doivent passer par le chemin de la justice, doivent être traqués, et puis la justice doit faire son travail, et ceux-là qui mériteraient doivent proposer, pourquoi pas occuper aussi les postes de responsabilité. Écoutez, cher Cédric, vous savez, on doit arrêter de se moquer du peuple. J'ai entendu sur ce plateau quelqu'un dire que nous devons réfléchir comme des hommes normaux, pensant que lorsqu'il va prendre parole, il va réfléchir comme un homme normal, mais je me rends compte qu'il a descendu très bas qu'un homme à moitié normal. Lorsque quelqu'un vous dit que lorsqu'on sanctionne les hauts gradés d'une armée rwandaise, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas suffisant, il fallait sanctionner les troupes. Les troupes sont conduites par qui? Nous avons parlé du retrait des troupes. Merci beaucoup. Quand vous avez parlé, je n'ai pas pipé aucun mot. Allez-y. Alors, les retraits des troupes, les mêmes Rwandais dont il se passe pour avocat sur ces plateaux. Non, il a juste fait son analyse. Non, il n'est pas avocat de Rwanda. Les mêmes Rwandais dont il s'est fait passer comme avocat sur ces plateaux a dit qu'il va retirer ses troupes de la RDC. Et Kagame lui-même a reconnu que ces troupes se trouvent en RDC et Kagame va faire tout pour récupérer ces troupes. Et Kagame demande également aux Congolais de faire sa part. Est-ce que lui n'a pas écouté ça? Lorsqu'il dit que ça c'est du tape à l'œil, il n'y a rien. Il oublie que nous avons subi des sanctions ici et les sanctions nous ont coûté très cher. Affaibli l'armée. Nous ont affaibli. Ces sanctions ont affaibli la politique militaire et la politique générale de notre pays. Et lorsqu'il dit que ces sanctions-là, c'est du tape à l'œil, ça ne doit rien faire à Kagame. Mais pourquoi Kagame est en train de pleurnicher? Si ces sanctions-là n'ont rien à voir avec sa politique ni sa gestion. C'est quelque chose déjà, c'est un pas vers la solution, nous le disons et nous persistons. Que même un voyage de 1000 km commence par un pas. Et nous avons commencé déjà à faire des pas. Nous avons quitté de 1 jusqu'à plusieurs pas et nous croyons que nous allons finir cette guerre. Merci. Il dit ici que... Plus rapidement parce qu'on doit... Oui, avec la question. il dit que pour lui la solution, c'est les dialogues tels que proposés par la Sénéco et CC. Mais c'est de la tricherie même. C'est de la tricherie. Et c'est les raccourcis qu'il emprunte. Mais il ne vous dit pas par quelle mesure, à quel moment ce dialogue va mettre fin à l'agression rwandaise. Ou il propose que le Rwanda envoie aussi ses représentants ici à Kinshasa pour que nous puissions causer avec eux.
Parce que ce que nous subissons n'a rien à voir avec des problèmes internes. C'est un problème de l'agression. Les quelques Congolais de mauvaise qualité que Rwanda utilise, ils n'utilisent pas ces Congolais-là parce que ces Congolais-là sont frustrés de la gestion du pays. Non, c'est pour leurs petits intérêts. Et d'ailleurs, les Congolais-là ne gagnent presque rien. D'autres maires dans la brousse, ils ne gagnent rien, c'est le Rwanda qui gagne. Autant. La guerre qui est à l'Est, c'est pour la survie économique du Rwanda. Okay. Et ce n'est pas pour le bien des Congolais, ni de quelques politiciens malhonnêtes et qui se font marionnettes des Rwandais. Et lorsque vous trouvez quelqu'un en veste, il passe sur un plateau de télévision pour défendre ces gens-là, qu'il faille qu'ils viennent ici, s'asseoir sur la même table que nous pour parler du Congo. De quel Congo vous allez parler avec, vous allez parler avec ces rebelles-là? De quel Congo? De ce Congo ici, qui a opté pour des voies pacifiques. C'est de ces Congos-là que vous allez parler avec des rebelles, avec des sanguinaires. Même je me demande si le frère de Eloge était tué par Nanga. Est-ce qu'il allait passer sur ces plateaux pour plaider en faveur de Nanga? Ou c'est parce que ce n'était pas dans sa famille, il n'a pas perdu les membres de sa famille qu'il parle de Nanga sur ces plateaux. Vous savez combien de familles sont en brousse aujourd'hui? Vous savez que combien de l'argent sort chaque année pour supporter les Congolais qui ont fui ce pays, qui se retrouvent soit en Ouganda, soit au Burundi, soit dans d'autres pays qui ont fui de guerre. Vous savez combien la République dépense pour ces gens-là? Vous savez combien de gens meurent sur les sols étrangers parce qu'ils n'ont pas quoi à manger? Ils ont fui, ils ont tout abandonné dans leur maison parce que Nanga et ses amis se sont fait marionnettes pour décimer les populations congolaises. Et vous venez ici, avec toute légèreté, vous dites que non, pour que la guerre puisse prendre fin, nous voulons appuyer les dialogues tels que proposés par Senko et c'est insulter même les Congolais. Merci beaucoup, Rocky Congolais. Voilà, je veux prendre d'abord Symphorien Kaébé plus rapidement sur cette question parce que le changement de la Constitution, c'est aussi un débat. Donc, ça fait polémique. De la même manière que l'opposition propose à ce que le chef de l'État puisse convoquer un dialogue, c'est évoqué par l'Union sacrée comme une violation de la Constitution. C'est comme si l'opposition pousse les chefs de l'État à violer la Constitution parce que nulle part dans la Constitution il est plutôt dit qu'il faut convoquer les dialogues pour justement réfléchir sur des matières sensibles comme la sécurité, ainsi de suite. Mais du côté également de la majorité présidentielle, la question est devenue pendante. Et d'ailleurs, les cas les plus récents, c'est la sortie médiatique d'un membre du présidium de l'Union sacrée. Je cite ici le professeur Modeste Bahati Kobo, deuxième vice-président du Sénat, qui est sorti pour dire, selon lui, la RDC a un problème d'hommes et non de textes. Donc nous avons des textes, mais ce sont les hommes qui doivent appliquer ces textes qui manquent. Et c'est ça la phrase de Modeste Bahati Kobo. Mais aujourd'hui, expliqué dans tous les sens, il y a certains qui attaquent à tort et à travers. Il y a certains qui qualifient Bahati d'une personne qui veut déjà quitter le navire Union Sacrée. Voilà pourquoi on se pose la question. Est-ce que Symphorien Kaébé, aujourd'hui, l'Union Sacrée s'est fait sur tel face à toutes ces analyses? Merci, estimé Cédric, pour une très belle question qui doit me faire trop réfléchir parce qu'il y a trop d'amalgames que je constate ou que j'observe dans l'opinion publique. Mais avant de répondre, je dois revenir sur ce qu'estimé Eloge a dit par rapport à la naissance d'une rébellion dans le Grand Katanga. Voilà pourquoi je reviens pour marteler sur ce que l'honorable Trésor Lutala Mutika a mis sur
la table de l'Assemblée nationale concernant la non-intégration des anciens animateurs des mouvements insurrectionnels au sein des institutions publiques et services de l'État. Ici, quand mon estimé a parlé de cette histoire, il a parlé avec beaucoup de légèreté. Il pense que non, la rébellion devient quelque chose qu'on doit encourager à chaque fois qu'on constate, par exemple, la mégestion. Donc, pour justifier ça, il faut aller faire la rébellion, il faut faire ceci. Et pour mettre fin, pour réclamer des droits. Et pour mettre fin à une rébellion, on doit faire quoi? On doit maintenant suivre les plans mis en place par les CC5O parce que tout est là, donc la solution sera là. Et je lui rappelle que ça ne sera pas le premier dialogue. Si au cas où on arrive à convoquer ce dialogue, ça ne sera pas le premier dialogue convoqué dans ce pays. Et les derniers d'ailleurs. Ça ne sera pas les derniers. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on a connu la rébellion. Lorsqu'il traite cette question avec trop de légèreté, je le répète encore, il dit les gens qui sont là à l'Est, nous devons les mettre autour d'une table à travers un dialogue format SCC5O. Mais il oublie les propos du président rwandais. Le président rwandais a dit à la fin de l'année 2025, devant des représentations et des corps diplomatiques, en disant que les problèmes du M23 dépassent même les niveaux de Tshisekedi. Le M23 n'a pas commencé avec Tshisekedi, c'est Kagame qui le dit. Il dit que le M23 n'a pas commencé avec Tshisekedi. Le M23, Tshisekedi d'ailleurs a hérité ces problèmes de M23. Mais ici on pense que non, le M23 a commencé avec Tshisekedi. Voilà pourquoi il est urgent et obligatoire d'accepter d'aller au dialogue sous format SCC5O. Ça, c'est ce que j'ai lu dans l'analyse d'Estimé Eloche. En quoi ces formats 5O et SCC vous dérangent-ils? Format SCC5O ne dérange personne. On va aller au dialogue dans des termes clairs. Ça me dérange pourquoi? Parce que si on part au dialogue SCC5O, pendant que ces gens-là sont sur nos sols, après le dialogue, c'est-à-dire on arrive à négocier ou à dialoguer entre nous les Congolais. Et après le dialogue, on envoie un groupe d'individus d'aller demander pardon à Kagame. C'est ça. Parce qu'ils sont sur nos sols. Nous, on dit qu'on va dialoguer. Donc après le dialogue, qu'est-ce qu'on va dire? On va demander au FARDC d'aller chasser les Rwandais ou on va aller demander pardon? C'est dans cette logique-là que moi, je m'inscris en faux. Pourquoi on doit dialoguer actuellement nous Congolais? On doit dialoguer pour demander pardon à Kagame de retirer ses hommes. Mais les rebelles sont encore sur la terre congolaise. Pas les rebelles, ce sont les agresseurs. Ce sont les agresseurs qui sont sur nos sols. Et vous dites que nous, on doit dialoguer pour que entre nous les Congolais, on trouve la solution. Est-ce que le problème est d'abord congolais? Les gens qui sont qui tuent à l'est du pays sont des Congolais. Donc, vous prenez seulement des visages congolais qu'on a utilisés dans cette situation et vous dites que ce sont des Congolais. Quand CNDP a vu les jours, Nanga était où? Ou des Tissolo, là, des Henri Magie étaient où? Parce que c'est ça la logique du M23. Le M23 a commencé, le M23 est né de la frustration d'un accord signé entre le gouvernement congolais et le CNDP. C'est à ce moment-là que le M23 est né. Les gens qui n'étaient pas donc associés à la gestion de la République, ou les gens qui ne se sont pas retrouvés dans le partage du pouvoir, se sont frustrés et se sont rebellés. Et ils ont dit que tout ce que vous avez signé avec CNDP, ça ne nous concerne pas. Et CNDP était un mouvement rwandais. Et à la tête, jusqu'à aujourd'hui, il y a quelqu'un qu'on n'arrive pas à arrêter parce qu'il se réfugie au Rwanda. Plus rapidement. Donc, moi, je pense qu'on doit d'abord mettre fin à cette histoire. Que le Rwanda retire ses hommes. Donc, quand le Rwanda retire ses hommes, s'il y aura lieu de dialoguer, et c'est à ce moment-là qu'on va réfléchir si on doit dialoguer sur quoi. Merci. Mais on ne peut pas dialoguer sur une agression connue de tous. Toutes les organisations internationales et sous-régionales attestent que c'est le Rwanda qui agresse la RDC. Mais à l'interne, on dit que non, le problème, ce n'est pas le Rwanda, le problème, c'est le président Tshisekedi qui ne veut pas dialoguer. Est-ce que vous comprenez un peu les raisonnements congolais? Merci beaucoup. Plus rapidement, la question
plus rapidement la question liée L'actualité. d'actualité liée au changement ou réviser de la Constitution. Parce qu'on doit être scientifique, on doit dépasser des sentiments politiques, parce que la question est lancée sur la scène politique. Mais lorsqu'on est scientifique, on doit d'abord dépasser ces cadres-là. C'est-à-dire, ici, il y a deux sujets, la révision et le changement. Est-ce que ce ne sont pas des concepts du droit constitutionnel? C'est là où la question fâche. Parce que quand un constitutionnaliste prend la parole pour expliquer, les politiciens ne veulent pas attendre un constitutionnaliste qui est scientifique. Pourquoi? Parce que ce constitutionnaliste est à la fois politique, à la fois scientifique. Et lorsqu'il prend peut-être des casquettes scientifiques pour expliquer la situation, on pense que non, il n'utilise pas des casquettes scientifiques, il utilise des casquettes politiques plutôt. Mais la révision de la Constitution, je pense que la Constitution elle-même prévoit sa révision. Là, l'article, je prends quelques dispositions constitutionnelles, l'article 508, l'article 218, qui donne même la modalité ou à qui peut initier cette révision. Et la question sur le changement de la Constitution. Les changements de la Constitution, aucune Constitution au monde ne prévoit son changement. Donc, chaque Constitution prévoit la révision, mais aucune ne prévoit le changement. Alors, pour parler du changement de la Constitution, on doit utiliser des moyens extérieurs à la Constitution. C'est-à-dire, ici, vous avez une Constitution qui est source formelle du droit constitutionnel. Et donc, quand on veut parler du changement de la Constitution, nous devons laisser cette matière aux constitutionnalistes de nous expliquer par quels moyens on doit changer la Constitution. Mais quand on regarde des instruments juridiques, des instruments politologiques pour arriver à un changement, il y a ceux qui évoquent que pour changer la Constitution, il faut que les changements puissent intervenir après un coup d'État, après un ordre inconstitutionnel perturbé, après une révolution. Mais si tout ça n'ont pas y lié, on ne doit pas changer la Constitution. Je rappelle qu'une Constitution n'a jamais été pour l'éternité. Donc, sans cesse changeante. Donc, à l'évolution de la société, on peut toutefois modifier la Constitution. C'est la raison pour laquelle la notion de la révision de la Constitution est intégrée dans le droit constitutionnel. C'est dans la mesure du possible que, à chaque fois que l'évolution de la société change, nos tests doivent être adaptés. Maintenant, je reviens sur la question ou la sortie médiatique de Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo étant politique, nous sommes en démocratie, il peut émettre un avis. Mais il n'a pas le droit d'interdire aux autres de réfléchir. Parce que dans sa sortie médiatique, j'ai comme l'impression qu'il interdit aux autres de ne pas réfléchir parce que lui est contre le changement de la Constitution. C'est pour autant qu'il doit interdire aux autres scientifiques, pas politiques, de ne pas réfléchir. Parce que quand vous suivez ces communicateurs, ils vous disent que non, il a répondu à une question des journalistes lui posée et il a répondu en tant que scientifique qui répond à un autre scientifique. Depuis quand sur le plan scientifique, on interdit à un autre de réfléchir? On ne peut pas interdire un scientifique de réfléchir. C'est à l'encontre avec, j'évoque le professeur Bouchab lorsqu'il a dit que notre constitution a atteint son âge de maturité, ainsi de suite. Il est constitutionnaliste. Il fallait aller vers lui, lui demander comment notre constitution a atteint sa période de maturité. Moi, je suis de ceux qui pensent que la Constitution prévoit déjà la révision de la Constitution. Il y a des modalités à suivre dans cette même Constitution. Les changements, il y a des moyens extérieurs qui ne sont pas des matières nouvelles dans le droit constitutionnel. Parce que les constitutionnalistes sont mieux placés de nous expliquer dans quel moment ou comment changer ou parvenir à changer la Constitution. Maintenant, lorsqu'on arrive à coffrer les constitutionnalistes dans le débat politique, on pense que le droit constitutionnel n'agit que sur les émotions des politiciens. Non. Le droit constitutionnel, c'est une discipline qui prend aujourd'hui une place très importante par rapport aux autres branches du droit. Donc,
par rapport, comparativement aux droits privés et ainsi de suite, qui s'observent seulement sur de faits, ainsi de suite. Mais les droits constitutionnels vont au-delà de tout ça. Parce que les droits constitutionnels a quitté les cadres de l'étude de l'État et aujourd'hui, il parle aussi du pouvoir politique. Donc, la Constitution qui est là pour organiser les pouvoirs. Et lorsqu'on trouve que non, actuellement, je donne un exemple, avec l'arrivée des codes numériques, et avec tout ce que nous assistons avec la nouvelle technologie, n'y a-t-il pas moyen d'adapter notre constitution à tout ce que aux réalités actuelles? Donc maintenant, pour y arriver, parce que les débats restent politiques, pour y arriver, lorsqu'on parle des procédés démocratiques de la révision de la constitution, il y a 3 éléments traditionnels qu'on utilise. Il y a peut-être plusieurs, et lorsqu'il y a un juriste peut me compléter, il y a plusieurs éléments qu'on évoque, mais moi je martèle seulement sur 3 éléments. Le premier élément, c'est l'initiative de la révision. Dans l'initiative de la révision, on dit que l'initiative peut venir d'une personne ou de plusieurs individus et cette initiative doit s'orienter vers un organe habilité à examiner l'initiative de la révision. Ça, c'est le premier élément, l'initiative de la révision. Deuxième élément table sur les tests modificatifs de la révision de la Constitution. Est-ce que nous sommes à cette... Le dernier élément intervient lorsque nous avons déjà comblé les 2 premiers éléments. Le dernier élément, c'est l'adoption de la Constitution. Lorsqu'on a déjà comblé l'initiative, on a validé l'initiative, on a validé les tests modificatifs de la révision de la Constitution. Et le 3e élément, c'est l'adoption de la Constitution. Je me focalise seulement sur les 2 premiers éléments. Okay. L'initiative. Est-ce qu'il y a eu une initiative de la révision de la Constitution? Oui, il y a l'initiative de la révision de la Constitution parce que c'est soulevé par le président de la République. Donc, c'est un individu qui a soulevé un problème de la révision de la Constitution. Maintenant, les tests modificatifs, nous ne sommes pas arrivés dans le débat de tests modificatifs. Maintenant, pourquoi les gens sont contre? Pendant que nous n'avons pas encore connu des matières qui vont faire l'objet des tests modificatifs ou des tests du changement de la Constitution. Merci. Donc, quand on connaîtra le test modificatif de la révision ou du changement de la Constitution, c'est à ce moment-là qu'on peut dire que non, au regard de ce qu'on nous a présenté comme test modificatif ou du changement de la Constitution, nous, peuple, parce que nous sommes les juges de l'opportunité, c'est le juge de l'opportunité, parce que les gens parlent, est-ce qu'il y a opportunité de changer de la Constitution? Non, l'opportunité, il a son juge, je cite par là, comprenez que c'est une matière scientifique. Donc, le juge de l'opportunité des changements ou de la révision de la Constitution, c'est le peuple. On ne peut pas, dans une démocratie, interdire au Dieu de se prononcer. Le Dieu, c'est qui? C'est le peuple. C'est le peuple qui est le Dieu en démocratie. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent qu'on doit participer au débat, de ceux qui sont contre, de ne pas interdire de ceux qui sont pour. De ceux qui sont contre doivent accepter les arguments de ceux qui sont contre, de ceux qui sont contre doivent aussi accepter de ceux qui sont pour. Et seul le Dieu de la démocratie va trancher. Merci beaucoup, cher estimé Symphorien Kaïmbé. Vous avez été impartial, justement, à vous entendre parler. Vous permettez à ce que chacun joue son rôle, mais qu'on ne puisse pas interdire l'un à se prononcer sur un avis contraire de l'autre. La question est posée cette fois-ci à Eloge Petit ou sur le changement de la Constitution ou modification. Ça fait débat depuis la sortie médiatique de Modeste Bakilukubo. Il semble aujourd'hui que l'opposition a eu de la matière pour s'en servir et puis attaquer les pouvoirs en place. Mais ne pensez-vous pas que peut-être que les textes que nous avons aujourd'hui nécessitent quand même qu'on puisse adapter aux réalités certaines lignes de la Constitution? Vous avez la parole. Merci, M. Cédric, pour nos 3 verbales. En fait, M. Cédric, j'ai béni les seigneurs parce que je suis parmi les gens qui ont eu à être enseignés par l'un des constituants de la Constitution actuelle et on avait un TP d'aller chercher les travaux préparatoires de la Constitution actuelle. Avant que nous puissions aborder la notion liée à la Constitution, on ne peut pas parler de la Constitution comme étant un chauffeur de dimanche. Vous savez, il y a des chauffeurs des dimanches. Il ne connaît pas le code de la route, il ne sait pas comment se stationner,
Mais le dimanche, tellement les chauffeurs ne viennent pas, il doit rester avec ses enfants, lui-même le patron prend le volant. On ne peut pas parler de la Constitution comme on parle, je ne sais pas moi, de Ngouba ou de Losso ou quoi. Non, non, la Constitution est la loi fondamentale de notre pays. Et lorsqu'on aborde la question liée à la Constitution, on doit l'aborder avec beaucoup de sérieux. On doit mettre de côté nos tendances politico, allais-je dire politiques. On doit mettre ça de côté. Même ethnique, on doit mettre ça de côté. On doit aborder la question liée à la Constitution comme étant un scientifique. Aujourd'hui, ça fait débat. D'abord, dans l'Union sacrée, il y a les uns qui pensent qu'on doit modifier et réviser la Constitution. Il y a les autres qui pensent qu'on doit changer la Constitution, on doit remplacer la Constitution. Mais c'est dit que je vais vous choquer. La Constitution du 18 février 2006, c'était une constitution entre guillemets taillée par mesure. C'est ce qui a poussé la République démocratique du Congo de modifier, allais-je dire, réviser la Constitution en 2011. Vous allez voir, on a passé des détours à un tour. On a révisé la Constitution en 2011. Et la Constitution n'était plus taillée sur mesure. Parlons de la révision. Je commence par là. Lorsqu'on aborde la question liée à la révision constitutionnelle, la révision de la Constitution, la doctrine abondante veut que la Constitution elle-même doit prévoir le mécanisme de sa révision. Là, je cite le professeur Hans Kellens, le professeur Georges Bourdeau, le professeur Likulu Yabolongo, le professeur Chiwembe Mwalimu, même le professeur Bochab lui-même en a parlé, que la Constitution elle-même doit prévoir le mécanisme de sa révision. Et ce mécanisme dans notre Constitution est prévu dans les articles 218, 219, même 220 de la Constitution. C'est ces articles qui prévoient le mécanisme de sa révision. Là, nous abordons la question liée à la révision. Là, c'est la révision de la Constitution. Et dans les cas sous examen, si l'Union sacrée, les professeurs ménopausés, comme Mbata, veut à tout prix modifier. C'est un professeur d'université. Ménopausé. Je vous apprends, M. Cédric, qui a... Quand on est scientifique, on reste élégant envers un autre scientifique. Je vous apprends, M. Cédric, qui est maître, que le professeur Mbata et les gens de l'Union sacrée ont traité le professeur Nyabirungu Monesonga d'un professeur ménopausé. Donc j'ai réintégré juste les propos des gens de l'Union sacrée. Parce que les gens de l'Union sacrée... S'il vous plaît, non, j'ai réintégré juste leurs propos. Moi, je ne l'ai pas dit, mais j'ai réintégré leurs propos. Parce qu'est qualifié le professeur Nyabirungu d'un professeur ménopausé. Et aujourd'hui, moi aussi, je lui qualifie d'un professeur ménopausé. J'ai pris juste ces mots, j'ai placé contre lui. Parce que lorsqu'il chante, qu'on puisse changer la Constitution, réviser la Constitution, c'est comme s'il ne lit pas la Constitution. Lisons l'article 219 de la Constitution. L'article 219 de la Constitution dispose, la Constitution ne stipule pas, elle dispose. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Mais c'est clair, c'est le français. C'est clair. Ça ne demande pas la ratio-légis cette disposition. Ça ne demande pas qu'on puisse l'expliquer. C'est clair, notre pays est en état d'urgence depuis très longtemps. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut passer à la télé, mais contredire. Notre pays est en état d'urgence. Mais comment parler de la révision? D'autant plus, elle-même, la Constitution nous dit clair que l'on ne peut pas parler de la révision de la Constitution ni modifier la Constitution pendant l'état d'urgence. C'est clair, la Constitution est claire, noir sur blanc. C'est très clair. Et lorsqu'on aborde la question liée au changement, M. Cédric, on doit éclairer l'opinion non-bouchale et mairie. On ne doit pas prendre les choses à la légèreté parce qu'il y a des gens qui vont croire que ce qu'on dit là, c'est vrai, la Constitution a vieilli, la Constitution est plus ancienne et on peut le changer. Non, il y a des conditions au préalable. Je mets à défi tout constitutionnaliste qui pense, qui peut me contredire,
dans ces conditions que je vais citer maintenant. Nous avons on peut changer la Constitution pour adapter la Constitution à l'évolution de la société. Et lorsqu'on parle de l'évolution de la société, M. Cédric, c'est avec le temps que la société peut changer. Nous avons la technologie, nous avons l'économie, nous avons les droits sociaux. Symphorien a évoqué tout à l'heure. Nous avons les droits sociaux. Mais une constitution ancienne ne peut plus répondre aux réalités actuelles. Là, maintenant, on dit non, on peut le changer. Mais prenons les cas sous examen. Quelles sont ces réalités actuelles qui poussent les acteurs politiques, même les professeurs d'université, d'aborder la question liée au changement de la Constitution? Quelles sont ces réalités? Au 20e anniversaire de la Constitution, on en a évoqué autant. Autant de réalités, vous pouvez me citer même 2. On a évoqué la rétrocession pour les provinces, qui pose problème. Monsieur, les élections à 2 tours. Monsieur Cédric, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Nous avons ici la Constitution. On va lire la disposition de péréquation. Vous allez comprendre qu'il y a la Constitution elle-même a déjà prévu cela. Ces professeurs n'ont pas des raisons fondées et valables. Même ces acteurs politiques. Parce que la Constitution a tout prévu. La Constitution, elle a tout prévu. Cette Constitution. Je vais vous dire, moi, les professeurs Jean-Louis Essambo nous disaient la Constitution de la République démocratique du Congo est parmi les meilleures constitutions. La Constitution de la République démocratique du Congo. Parce que nous, on était de ceux qui pensaient que la République démocratique du Congo a fait le mimétisme constitutionnel. Et en rencontrant ces doctrinaires, on a compris que la Constitution était la meilleure constitution de notre pays. Là, c'était la première condition. Deuxième condition, M. Cédric. On peut changer la Constitution pour corriger les faiblesses ou les erreurs, entre autres, les conflits entre les institutions ou le problème juridique. Donnez-moi ces institutions qui sont en conflit dans notre pays. Aujourd'hui, les institutions qui sont en conflit, parce que les institutions sont dirigées par l'Union sacrée. Il vous souviendra qu'il y a un problème ici entre les juges pour les juges naturels du président. Non, s'il vous plaît. Vous vous souvenez, c'est un problème qui reste pendant. S'il vous plaît, M. Cédric, faisons un débat comme les intellectuels. La Constitution, ce n'est pas le code pénal. La Constitution, ce n'est pas le code pénal. La Constitution impose des règles. Il s'arrête là. La Constitution elle-même le dit. Il y a les lois qui viennent maintenant, les lois organiques, qui viennent maintenant en appui de la Constitution. Réfléchissons comme des intellectuels ici. Lorsqu'on dit ici conflit des institutions, est-ce qu'il y a conflit dans notre pays entre institutions? C'est clair. Les institutions sont dirigées par l'Union sacrée. Peut-être si les membres de l'Union sacrée peuvent nous dire le contraire. Parce qu'il y a déjà Bahati qui est mal vu, s'ils peuvent nous dire le contraire. Nous avons troisièmement, pour aller très vite, renforcer la démocratie. Est-ce que dans notre pays, il n'y a plus de démocratie qu'on doit renforcer en changeant la Constitution? Soyez clairs. Quatrièmement, nous avons mettre fin à la crise politique institutionnelle. Est-ce qu'il y a la crise politique institutionnelle dans notre pays? Ce sont des questions que le professeur pourrait se poser avant qu'il puisse faire débat. Avant qu'il puisse faire débat. Moi, je n'irai pas très loin. Je vais rappeler au professeur Bouchab ce que lui-même disait. Je ne saurais pas rappeler le professeur ménopausé ce qu'il disait parce que tout le monde, et qu'on dit de tous, même dans son travail, il a écrit ça. Mbata, il a écrit ça même dans son travail. Il a écrit ça, tout le monde sait que Mbata défendait la Constitution. Aujourd'hui, Mbata veut nous faire croire que la Constitution était la plus mauvaise. Mais ces choses sont contraires. On comprend que Mbata cherche vraiment le ventre. Merci. Je vais rappeler au professeur Bouchab, monsieur le professeur, rappelez-vous, souvenez-vous, qu'il y a pendant un moment à l'INIKIN, vous avez fait un temps, vous avez plus enseigné. Pourquoi? Ce n'était pas que l'université vous avez suspendu, c'était de vous-même. Vous avez compris que ce que j'enseigne avec la réalité, il n'y a pas match, il n'y a pas mariage. Ce que vous faites comme étant directeur de cabinet et comme étant professeur, vous n'avez pas permis de venir enseigner. Mais c'est le professeur Bouchab, vous nous avez enseigné que lorsqu'on parle du changement de la Constitution ou les remplacements de la Constitution, celle-ci relève du pouvoir constituant originaire, c'est-à-dire
Le peuple est souverain. Souvent, vous-même, vous le disiez, il faut insister. Non, le peuple peut être souverain, mais quand est-ce que le peuple peut demander qu'on puisse changer la constitution? Vous nous disiez toujours souvent, c'est après une révolution ou une transition politique ou encore la réforme, la refondation de l'État. Mais professeur, expliquez-nous, s'il y a une transition dans notre pays, s'il y a une révolution ou vous voulez refonder le Congo. Si vous voyez que vous avez des arguments, professeur, nous sommes disposés à faire un débat, même télévisé. Nous sommes disposés. Merci beaucoup, Eloche. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Plus rapidement, je prends Rocky Congolais sur cette question parce que vous êtes de l'UDPS. L'UDPS aujourd'hui, nous avons suivi la réplique plutôt sanglante du secrétaire général et président intérimaire de l'UDPS, Augustin Kabouya, mais qui est qualifié aussi de tous les péchés d'Israël. Il a subi autant d'attaques. J'ai suivi Jean-Claude Altende, un acteur majeur de la société civile qui qualifie Kabouya et les autres des tambourinaires qui chantent à la gloire du chef et qui n'aiment pas les chefs, selon ses dires. Pensez-vous aujourd'hui que l'idée d'un changement ou d'une modification de la Constitution serait la bonne alors que la guerre n'a pas encore fini dans l'Est? Même la situation sociale, c'est aussi qualifié de tous les péchés d'Israël aujourd'hui c'est dans l'opposition. Bon, cher Cédric, avant d'y arriver, vous savez, Eloche s'est fait passer pour un juriste et je pense, comme scientifique, on doit avoir l'élégance et on doit avoir peur ou honte de prononcer certains termes en public. Je pense que les gens qui nous suivaient, si quelqu'un avait fermé les yeux, il allait avoir comme impression s'il était devant un motard en cours de route parce qu'ils n'ont pas d'excuses pour prononcer n'importe quoi. Donc tous les termes sont possibles pour eux. Mais qualifier professeur Mbata de ménopausé, et puis il revient, il insiste encore. C'est d'abord un manque de respect, manque de l'élégance, et c'est de la rébellion pour un élève envers son maître. Parce que Mbata, c'est ton professeur. Il dit ici que on ne peut pas parler ni de la révision. Il évoque abusivement l'article 219 de la Constitution. Alors que cet article n'a jamais interdit les débats sur la Constitution. On dit, dans cet article, on parle des moments favorables pour la révision et non l'interdiction d'un débat sur la révision constitutionnelle. Ça doit être dit, ça doit être clair. Quand on est scientifique, on doit tirer beaucoup d'attention dans ce qu'on parle et dans ce qu'on dit. La technique même nous a aidé. Derrière nous, il y a les écrits. Voilà, c'est 219 là. À quel moment on a interdit de faire un débat sur la révision constitutionnelle ou sur les changements ou sur la constitution elle-même? Et dans la démocratie, le débat est permis. Les chocs d'idées, c'est permis. Mais en suivant son analyse, c'est que nous sommes la République est agressée dans l'Est. Bien sûr, la République est agressée. Nous sommes dans l'état d'urgence sur une partie du territoire. Est-ce que cette question est déjà à l'Assemblée nationale ou la question est soumise déjà au référendum? Non, nous sommes à la phase préliminaire, au niveau du débat. L'initiative. C'est au niveau du débat. Nous ne sommes pas dans la phase pratique. Alors, mais quand vous avez un scientifique qui interdit même aux gens de faire un débat, mais qui va un jour diriger cette république. Donc ce sont des petits dictateurs qui sont en train de grandir pour devenir des dieux, des maîtres, des pensées, des gens. Mbata parlait comme scientifique. Rencontrez Mbata sur le plan scientifique. Si vous trouvez qu'il a parlé comme politique, rencontrez-les sur le plan politique. Mais au lieu de les qualifier de tous les mots, comme si vous êtes plus politique que Mbata ou bien vous êtes plus scientifique que Mbata. Soyons élégants. Ça doit s'appliquer aussi avec les professeurs Bahati Lukwebo. Mais aujourd'hui des attaques. Non. Les professeurs Bahati Lukwebo, c'est
se comporte comme éloge. Pour lui, ceux qui pensent du changement de la révision sont des tambourinaires. Oui, ils chantent à la gloire du Ils chef. chantent à la gloire du chef. Mais d'ailleurs, dans la démocratie et surtout, dans la politique, il y a ce qu'on appelle les débats internes. Lorsqu'il y a un débat interne et qu'il y a l'option qui est levée, il y a une décision qui est prise dans une famille politique, cette décision-là, que vous soyez contre ou pour, ça vous engage. Lorsque vous n'êtes pas pour, n'est-ce pas, faites les débats au sein de la famille politique. Dès lors que l'option est levée, vous pliez. Donc, si vous n'êtes pas pour ce qui est décidé, soit en politique, ça s'aligne ou ça plie les bagages, ça part. C'est comme ça. Et vous ne pouvez pas demeurer dans la famille politique où vous trouvez que les débats qui a eu lieu, vous n'êtes pas pour et que la majorité a tranché et vous, malgré que vous êtes minoritaire, vous êtes en train de vous opposer. Mais on fait quelle politique? C'est ça les conséquences de la politique. Vous êtes pour, vous vous alignez. Vous n'êtes pas pour, dès que la majorité tranche, vous vous pliez. Si vous ne voulez pas, donc, vous pliez vos bagages, vous partez, vous faites l'opposition. C'est normal. Bahati s'attaque. Ces garçons de course passent pour dire qu'il répondait à Mbata. Donc, Mbata est devenu tambourinaire lorsqu'il soutient les débats sur la révision constitutionnelle ou les changements de la Constitution. Il est devenu tambourinaire. Alors lui, qui est-il pour interdire aux Congolais de réfléchir? Qui est-il? Mais on a parlé ici des dispositions constitutionnelles. On a dit qu'il n'y a pas matière qui peut faire l'objet de la révision ou du changement de la Constitution. Cher Cédric, nous partons à l'article 13 de la Constitution. Lisons seulement la dernière phrase. Nous partons petit à petit, malgré qu'on n'a pas tout le temps. Lisons la dernière phrase de l'article 13. Qu'est-ce que ça vous dit? Commençons à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique. La minorité là fait référence à quoi? À une minorité culturelle, ça fait référence à quoi? Est-ce que ce n'est pas ce que professeur Kabis appelle la constitution séparatiste? Ce n'est pas ce qui donne matière à un groupe de gens qui s'appellent minoritaires dans ces pays et qui est derrière l'agression rwandaise à tout moment, qui est derrière les conflits à tout moment à l'Est. Et lorsque les gens réfléchissent qu'il y a certaines dispositions à modifier, vous interdisez à ces gens-là. Parlons de l'article 3, de l'article 195, de l'article 201 et 202. Vous parlez de la décentralisation. Prenons l'objectif de la décentralisation dans ces pays. C'était pour approcher les pouvoirs aux citoyens, des gouvernants aux gouvernés. C'était pour le développement des entités décentralisées territoriales. Est-ce qu'aujourd'hui, 20 ans après, est-ce que nos territoires se sont-ils développés? N'est-ce pas un problème d'homme? Ce n'est pas un problème d'homme. Ce n'est pas un problème d'homme. C'est un problème de conflit institutionnel. Aujourd'hui, à tout moment, vous avez des problèmes entre les députés provinciaux et les gouverneurs. Il y a tout le temps des problèmes de conflits inutiles et ça ne permet pas le décollage de nos provinces. Tout ça, les hommes sérieux ne peuvent pas se poser des questions pour voir est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen de revoir ces dispositions. Et lorsqu'on parle de ça, les plus congolais que nous tous, ils vont se lever pour nous interdire de mener ces débats. Et les gens s'attaquent à Kabouya. Je vais dire à ces gens-là que nous, l'IDPS, depuis 2005, parce que nous avons vu cette maquette de la Constitution, nous avons trouvé qu'il y avait beaucoup de failles. Nous avons appelé le peuple à voter contre cette Constitution au référendum. Et ce n'était pas anodin, parce qu'on avait d'arguments à faire avancer. Okay. Et aujourd'hui que nous sommes au pouvoir, et que nous avions trouvé déjà qu'il y avait des failles dans cette Constitution, qui va nous interdire de ne pas faire les débats et qui va nous interdire de ne pas demander aussi l'avis du peuple sur cette Constitution. Et c'est ça la démocratie. En démocratie, laissez
les instruments légaux être utilisés par ceux qui gèrent les pouvoirs. Si le peuple s'exprime contre la révision ou pour la révision ou contre les changements ou pour les changements, nous allons nous plier à la volonté du peuple. Mais si le peuple opte pour les changements de la Constitution, nous allons le faire. Merci beaucoup. C'est les grands débats qui ressurgissent sur ce plateau. Mais avant de leur préparer, je demande avec insistance aux invités, si peu, au moins, revenir, si pas demain, après-demain, avec le seul sujet sur le changement de la Constitution. Alors, en connivence avec vous qui nous suivez de partout, l'appel est lancé à tout un chacun de revenir parce qu'on doit débattre à fond. Je vois les gens noter, mais il n'y a pas moyen de continuer. Merci à Stéphane Kayembe de nous avoir suivi, plutôt associé en nous donnant des réflexions logiques dans cette émission. Merci à Rocky Congolo. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation, chers collègues, cher Cédric. Merci beaucoup à Eloge Petitou. Merci, Merci M. à tous ceux Cédric. qui nous ont suivis. Roger Moutombo nous a suivis depuis Bandal. Merci beaucoup. Et nous vous en félicitons pour quand même cette orientative accordée à cette édition. Je vous lance encore une invitation. Vous pouvez revenir, si pas demain, après-demain. On doit finir ces débats. On reviendra avec les sujets uniquement des changements de la Constitution si l'Union sacrée subit-elle des fissures. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous sommes arrivés à la fin.